Bonsoir à tous. Gilbert Bicrel, je suis le président de l'association Azimut et à ce titre, je vous souhaite la bienvenue dans cet amphithéâtre. Je vous souhaite donc la bienvenue et remercie l'équipe de l'UBO site de Quimper de nous accueillir. Merci. Et pour la qualité de son accueil. Voilà. Quand on veut savoir où l'on va, il convient parfois de se poser la question d'où l'on vient. Ce principe est valable pour l'orientation des personnes, mais également utile à travailler dans tout projet d'organisation. Laissez-moi donc le soin d'appliquer cela à notre association Azimut, dont je vais vous rappeler quelque peu l'histoire. Mais avant de le faire, laissez-moi faire un court détour par notre identité de Finistérien. Notre département, ce cher Finistère, peut paraître enclavé à la pointe de l'Europe, loin de tout, des transports, des capitales, des sources d'énergie. D'éminents linguistes peuvent expliquer que nous sommes ici à la fin de la Terre. Finistère, terminus, tout le monde descend. Après, c'est la Grande Bleue, ou l'Amérique. On ne vient pas chez nous par hasard. Mais n'oubliez pas qu'en breton, ce rapport est inversé. Notre département, c'est Penarbed, à savoir la tête de la Terre, là où tout commence et se pense. Et cela signifie beaucoup de choses dans notre culture finistérienne. Nous aurions pu, dans notre histoire, subir ce déterminisme géographique de bout du monde, nous lamenter sur notre sort, nous replier en autarcie, mais fort de notre ancrage dans le granit, dans la terre, et proche de la mer, au fil des siècles, nous avons prouvé notre âme de bâtisseur, d'explorateur, et parfois notre capacité à résister, à innover et à construire notre destin. Aujourd'hui, même si le contexte économique peut paraître morose, nous avons indéniablement des atouts à faire valoir, au premier rang desquels je distinguerai l'un d'eux. La foi dans notre école, nos familles, notre environnement, vous. Cultivons le fait que pour nos jeunes, l'école, ça doit être important. Et quel que soit le réseau, catholique ou public, agricole ou éducation nationale, l'essentiel, c'est de se construire un avenir avec l'école et non pas contre l'école. Nous, Finistériens, croyons en l'école. C'est même un ciment de notre société, un élément fondamental de notre pacte social. Nos résultats aux examens sont les meilleurs de France, puisque nous avons été, pour la première fois, l'Académie à atteindre le fameux objectif fixé dans la loi d'orientation de 89, à savoir 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Le taux des jeunes Finistériens quittant le système éducatif sans qualification est toujours bas si l'on compare à d'autres régions, même si, aussi faible que soit le pourcentage, c'est toujours trop. Nos élèves, vos enfants, réussissent donc à l'école et c'est une ambition partagée entre familles et professionnels de l'éducation. La vie de notre association illustre cette identité d'intelligence collective. Nous allons avoir bientôt 24 ans d'existence. Oui, je sais, nous ne les faisons pas, Gilles et moi. Nous faisons beaucoup plus. Bientôt près d'un quart de siècle. On ne voit pas le temps passer, sans doute comme vous, parents d'un futur bachelier, puis étudiant. C'est ce que nous vous souhaitons sincèrement. Azimut est né de la volonté de femmes et d'hommes d'innover, de bâtir dans une démarche de plus en plus collective, de s'unir, de proposer aux élèves et aux familles. En effet, en 1988, dans plusieurs villes du département, telles Quimper, Landerneau, Brest et Morlaix, des salons, forums, expositions sont organisés par le lycée. Des CIO, des groupements d'établissements au profit des élèves de terminale et parfois de première. Dans chaque cas, le ou les CIO du secteur sont très actifs ou parfois même seuls organisateurs. Il n'y a cependant ni unité d'organisation, ni unité de conception dans le département. À l'initiative de quelques acteurs locaux, deux évolutions importantes sont engagées en 1991. Une seule manifestation est mise en place dans le nord du département, à Brest, et cette manifestation reprend le nom du salon de Brest, Azimut. Les années de 92 à 95 sont celles des apprentissages. Le Sud apporte à Azimut la collaboration publique-privée
et l'engagement des chefs d'établissement aux côtés des directeurs de CIO. Et le Nord apporte le concept de salon des formations, des entreprises, des professions et l'appui de la collectivité Brest-BMO. Il est donc décidé de tenir à Brest, tous les ans, au parc de Pinfel, le salon Azimut. En 1995, une association est créée pour donner à Azimut un vrai support. Et en 1999, ce sont les lycées publics et privés de notre département qui deviennent adhérents de l'association et représentés par leur chef d'établissement. Aujourd'hui, Azimut est un modèle très original dans son organisation associative avec de multiples partenaires. Les lycées publics, privés, les mairies, les collectivités locales, le conseil général, le conseil régional, la direction départementale des services de l'éducation nationale, la direction départementale de l'enseignement catholique et l'Université de Bretagne occidentale. Nous ne retrouvons cela nulle part ailleurs. Une telle organisation partenariale pour une manifestation accueillant 23 000 personnes sur 3 jours et permettre aux élèves et à leurs familles d'avoir accès à l'information de plus de 300 établissements et formations d'enseignement supérieur, et ce, dans un réel souci de service public d'orientation au service de tous. Azimut n'est pas un salon commercial, comme nous pouvons en trouver ailleurs. Azimut ne vend rien, pas même du papier, même si le Télégramme est un partenaire fidèle et loyal. Et je veux solennellement affirmer devant vous ce soir qu'Azimut est le salon finistérien au service des élèves finistériens, et le seul salon de cette envergure pour permettre à chacun de réfléchir sur son orientation et de décider de sa trajectoire en enseignement supérieur, en étant le mieux éclairé possible. C'est le sens de notre action, ce soir devant vous, parents, que de vous donner envie de venir nous rencontrer sur le salon les 23, 24 et 25 janvier 2014, en partageant avec vous quelques clés de lecture sur ce temps particulier que représente le passage vers l'enseignement supérieur, ce temps particulier d'accompagnement dans le parcours d'orientation de votre jeune, alors je ne sais pas si je disais enfant, si je disais jeune, donc de votre jeune, vers le supérieur. Cela illustre pleinement notre dynamisme finistérien. Merci pour votre attention et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Oui, bonsoir Alain Demidac, donc moi je suis inspecteur éducation nationale à la direction académique du Finistère. Je souhaite tout d'abord vous remercier au nom de Mme Kiffer, la directrice académique, qui ne pouvait pas être là ce soir, et vous remercier pour votre présence. Alors, je crois qu'il était important de rappeler quand même qu'effectivement, c'est une première, et donc très heureux de vous voir aussi nombreux. Rappelez aussi que sans les partenaires, rien ne pourrait se faire. Donc là, on est bien sur une opération départementale. Et donc remercier les différents acteurs qui ont œuvré pour qu'Azimut puisse effectivement fonctionner. Et puis remercier peut-être plus particulièrement les gens qui ont accepté d'être à la table ronde aussi, puisque là, tout à l'heure, on aura des échanges avec eux. Moi, je voulais rappeler très, très rapidement, si vous voulez, que finalement, le paysage éducatif, d'une certaine manière, a un petit peu évolué, là, notamment durant l'été. Et on a eu 2 grandes lois. Alors, on ne va pas les décliner, mais on a une loi donc, de programmation et donc de refondation de l'école. Ça, c'est une loi qui est promulguée en juillet. Et puis une loi sur l'enseignement supérieur. Rapidement, 2 objectifs qui sont vraiment là, qui sont mis en exergue. Le premier, c'est d'accroître le nombre de jeunes accédant à l'enseignement supérieur. On est bien dans ce cadre ce soir. Et puis, c'est aussi réduire, ça a été dit, réduire le nombre de jeunes qui n'accèdent pas à la qualification et qui arrêtent finalement avant la fin du parcours. Juste au niveau du Finistère, c'est quand même près de 8000 jeunes qui chaque année postulent pour l'enseignement supérieur, et on le verra tout à l'heure à travers l'application APB, la mission post-bac. 84%, 85% des élèves de terminale. Et puis, c'est l'occasion de rappeler que tous les élèves de terminale peuvent accéder à l'enseignement supérieur. Là, je pense particulièrement au baccalauréat professionnel, diplôme d'insertion, mais aussi poursuite d'études. Donc, c'est un moment de transition pour ces jeunes-là. C'est un passage, on l'a dit, statut du lycéen au statut d'étudiant. Donc, situation nouvelle parce que nouvelles relations sociales, nouveaux modes de vie, et puis des méthodes de travail différentes, etc. Bon, il y a un nouvel équilibre pour le jeune à trouver, ce qui n'est pas toujours non plus très évident. Un petit mot quand même sur ce qui est fait, ça a été dit, mais l'accompagnement par l'institution de tout ce processus-là, parce qu'on va essayer, et la loi de refondation le rappelle, de mettre l'orientation au cœur du système, c'est-à-dire accompagner les jeunes dans leur choix,
mais assez tôt, les préparer assez tôt dans leur scolarité. Ça me semblait important à rappeler. On a parlé des CIO et d'autres partenaires. Donc ce jeune-là, qui passe du statut lycéen au statut d'étudiant, il fait avec ses propres moyens, il fait avec sa propre ressource. Et là, on sait bien que ces jeunes-là ont de la ressource, donc il y a eu un parcours scolaire, mais aussi la ressource acquise ailleurs. Ça, c'est important. À un moment donné, ils vont devoir donc se mobiliser et faire avec tout cela. On sait aussi, et c'est un petit peu l'objet de la soirée, on sait aussi que la réussite dans le parcours, elle va aussi être liée forcément à des caractéristiques personnelles, forcément, mais aussi à l'accompagnement. Et vous voyez où je veux en venir, l'accompagnement social, c'est la relation au père, mais aussi l'accompagnement par les parents, ou j'ai envie de dire plus largement, les gens qui ont une relation un petit peu privilégiée aussi avec ces jeunes-là. Je suis assez d'accord, on ne sait pas trop dire, adolescents, adultes, en tout cas, ces jeunes qui vont franchir sans aucun doute un pas. Donc, l'accompagnement en tant que parent, alors c'est bien évidemment, ça va être facilité si vous permettez des espaces, des temps de dialogue, de l'empathie, de la confiance, etc. Mais ça, vous faites, on sait que c'est important, il faut pouvoir créer les conditions pour que ce jeune-là évoque aussi sa poursuite d'études. Ce n'est pas toujours le cas, mais on sait que c'est précieux. Le deuxième point, c'est que finalement, en tant que parent, il faut que vous ayez de l'information sur les différentes composantes du post-bac. Mais le piège est ici de rester sur des représentations qu'on a tous, parce qu'on va se fonder sur ce qu'on a connu à un moment donné, mais on sait bien que les choses évoluent, et donc là aussi, il faut actualiser un petit peu ses connaissances. Et puis, quand on a créé les espaces, quand on a une information sur les différentes composantes du post-bac, ça ne suffit pas obligatoirement. Il faut aussi peut-être avoir quelques éléments sur l'attitude à avoir. C'est délicat. Les transitions, vous les avez connues. CP, maternelle, CP, primaire, l'entrée en 6e, etc. Rappelez-vous, ce sont des moments un petit peu délicats pour le jeune en question, mais aussi pour les parents. On a tous quelques souvenirs. Donc, la question est quand même de savoir quelle posture on peut avoir. C'est vraiment l'objet de la table ronde ce soir. En tant que parent, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire au mieux? Alors, sans parler de clés en main ou de boîte à outils, parce que 8000 jeunes qui postulent pour le post-bac, 8000 personnalités différentes. Donc forcément, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas des recettes toutes faites, mais peut-être quand même quelques points d'ancrage, quelques repères qui vont vous aider, même modestement, à accompagner cette transition-là. Je crois que c'est l'objet qu'on s'est donné, nous, collectivement, ce soir ici. Voilà, donc cette transition-là, le passage, le grand saut, j'ai envie de dire, dans certains cas, donc peut-être que Madame Couffran, qui représente ici les parents donc pour l'association Appel 29, dites-nous un mot sur ce saut, peut-être dans l'inconnu parfois, Madame Couffran. Oui, bonsoir. Avant d'être présidente et représentante de l'Appel 29, je suis avant tout maman, et maman de jeunes, je ne dirais pas adolescents, je dirais adultes en tout cas, de 17 et 20 ans. Mon aîné est passé effectivement a passé le bac il y a 2 ans, et mon deuxième est en terminale à la même place que vous, et donc je suis dans la même situation que vous. Un petit peu par mon vécu, celui de mes enfants, il est vital que nous, parents, on soutienne nos enfants. Alors, soutenir, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Et on doit d'abord, je pense, commencer à se dire que c'est plus effectivement, comme vous disiez, le petit gamin, la petite tête blonde qui est rentrée en CP, auquel on accompagne en donnant la main pour entrer dans la classe, en séchant ses larmes éventuellement, avec le mouchoir dans la poche. Effectivement, ce sont des jeunes adultes. On a vraiment un autre regard à porter sur ces jeunes et leur donner confiance. Confiance dans les choix qu'ils font aussi, mais tout avec le droit et le regard de se dire ils peuvent se tromper dans leur orientation. Avoir un certain regard d'indulgence. Ça, je pense que c'est important à avoir. C'est aussi très compliqué à mettre en œuvre. J'ai pas de recette. Je connais personne qui a trouvé de recette encore. Je pense que vous ne seriez pas là dans ce cas-là. On doit vraiment les soutenir, les accompagner, discuter. Comme vous disiez, notre vécu de parents, notre rapport à l'orientation à l'école,
nous a imprégné et nous imprègne toujours dans notre vie professionnelle. On doit s'en écarter pour aider au mieux les jeunes, les aider à s'ouvrir et nous à s'ouvrir aussi. Les formations qu'on a pu connaître à mon époque, il y a 25 ans, effectivement, au moment où Azimut se mettait en place, c'est pas la même chose que ce qui se fait maintenant. Les profils qu'on demande pour les jeunes maintenant ne sont pas les mêmes. On doit vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, merci Mme Couffrand. Donc on va, si vous voulez, justement aller maintenant sur ce champ-là, c'est-à-dire les différentes composantes de l'enseignement supérieur. Très simplement, quand vous avez un schéma d'ensemble, et pour repérer BTS, etc., il faut être en mesure de bien savoir aussi quel est l'objectif finalement qu'on se donne quand on est étudiant dans ces composantes-là, et puis la manière dont ça va se passer. Donc peut-être Monsieur Mouener, qui représente le lycée de Nicaise, pour des BTS et donc des BTS industriels en ce qui concerne cet établissement-là, quels objectifs et puis comment ça se passe finalement? Bonsoir. Alors première chose, je représente effectivement les BTS industriels et je voudrais commencer par dire que après une formation industrielle, quel que soit son niveau, il y a des débouchés professionnels. C'est la première chose qu'il faut bien préciser aux parents, ne pas avoir peur d'emmener vos enfants vers des formations professionnelles parce qu'on recherche des professionnels. Moi, toutes les semaines, je reçois des offres d'emploi pour des entreprises finistériennes qui sont à la recherche de salariés. Alors, les BTS industriels, je dirais, correspondent un petit peu à tous les élèves. On peut proposer à nos élèves de bac pro effectivement une insertion professionnelle, mais de plus en plus, nos élèves de bac pro vont aller vers des BTS et vont réussir en BTS. Ensuite, on a les formations technologiques, plus particulièrement les bacs STI 2D, certains bacs SSI aussi, qui sont tout à fait faits pour réussir dans un BTS industriel. Alors, le BTS industriel, mais bon, on viendra sur le discours aussi pour le BTS tertiaire, mais globalement, c'est une première marche dans l'enseignement supérieur. Alors, ce BTS industriel est destiné, dans un premier temps, à des élèves, effectivement, qui visent l'enseignement supérieur et qui souhaitent s'arrêter au niveau d'un bac plus 2. Donc, on va être beaucoup pour des bacs pro dans ce cas-là. Les élèves de bac pro vont aller en enseignement supérieur, viser un bac plus 2 et obtenir un bac plus 2. Les élèves qui vont sortir de bac technologique vont pouvoir intégrer un BTS et qui va être la première marche pour poursuivre après vers un niveau d'études supérieur, une licence professionnelle et pour les meilleurs élèves, une école d'ingénieur. Donc on voit bien là qu'on a une double finalité, c'est pour certains poursuite d'études, pour d'autres non, au-delà du BTS, en sachant, et ça me paraît important de le souligner, qu'en 2 ans on peut aussi évoluer. Entrer en STS, en section de technicien supérieur, avec peut-être l'idée d'arrêter au bout de 2 ans, et on voit là des jeunes qui finalement aussi trouvent un rythme et continuent au-delà. Ça, c'est l'objectif qu'on se donne. Sur la manière dont ça se déroule, c'est-à-dire ce qui attend finalement ce jeune-là, il y a des périodes de stage, il y a des périodes en entreprise. Précisez-nous un petit peu les choses. Alors, le BTS, c'est une formation concrète. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des outils, avec des outils que l'on va retrouver dans le monde professionnel. Effectivement, dans ces BTS, quel que soit le BTS, il y a des périodes de formation en entreprise, même des stages. Donc ça va dépendre du BTS industriel, mais en règle générale, ça va varier de 6 à 8 semaines, étalé durant des moments d'année différents en fonction du BTS industriel. Merci. On reviendra sur les BTS avec Mme Géga qui évoquera plus finalement les BTS tertiaires. Alors un autre parcours possible, mais peut-être aussi avec, en termes de temporalité, des choses différentes, c'est le parcours universitaire. Alors là, on nous dit aujourd'hui licence, master, doctorat, LMD, donc 3, 5 et 8 ans. Donc là, on est, Monsieur Roncourt, sur d'autres perspectives. Oui, donc moi je dirais pour commencer qu'à l'université, alors peu importe, université de langue, lettres, sciences humaines ou autre, déjà on se projette sur 3 ans. Et il faut savoir que l'accès à l'université est ouvert à tous. Donc il suffit d'être titulaire d'un baccalauréat pour s'inscrire dans nos filières. Donc on ne fait aucune sélection à l'entrée. Tout ça pour dire que certains de vos enfants vont arriver avec une inscription en tête à l'université comme premier choix, et d'autres arriveront à l'université, et pour eux ça sera une inscription de 2e choix parce qu'ils auront été refusés en BTS ou refusés en UT.
Donc en préambule, je tiens quand même bien à insister sur le choix que vont faire vos enfants, que ça soit un choix positif, un premier choix, mais quand même pensez à cette deuxième possibilité. Si je n'ai pas une entrée en BTS, si je n'ai pas une entrée en UT, donc que le choix à l'université, le choix d'entrée en université ou la filière universitaire soit bien mûri, hein, pour ne pas avoir des inscriptions tardives et un peu au petit bonheur de la chance. Donc s'inscrire à l'université, c'est s'inscrire dans un parcours de 3 ans, hein, qui reste généraliste. Donc quelqu'un qui va s'inscrire par exemple en histoire va balayer pendant les 3 premières années universitaires différentes périodes historiques. Quelqu'un qui s'inscrira en langue, en anglais par exemple, va balayer la langue, la culture, la civilisation anglaise pendant les 3 premières années. Ça sera pareil en maths, ça sera pareil en biologie, ça sera pareil en droit. Mais au fur de ces années, première année, deuxième année, troisième année, chacun va avoir l'occasion de colorer son parcours, de construire son propre parcours. Alors pour être concret, je vais prendre un exemple en histoire. Quelqu'un qui s'inscrit en histoire va pouvoir choisir pour un parcours coloré vers l'administration ou un parcours coloré vers la géographie, par exemple. D'accord ? Ou quelqu'un qui va s'inscrire en LEA, va avoir une formation généraliste pendant les 3 premières années, mais en 3e année, il sera amené à faire un choix de stage à l'étranger obligatoire, et là, il choisira de se renforcer soit en anglais, soit en espagnol, soit en chinois, en fonction des langues, soit en allemand, en fonction des langues qu'il aura choisies, mais il choisira aussi d'exercer ses talents en entreprise à l'étranger, soit dans une entreprise qui va faire du marketing, soit du commerce international, soit du tourisme, soit de la traduction, etc. Donc vous voyez que des enfants qui vont s'inscrire, ou des étudiants qui vont s'inscrire en première année de licence, vont tous être sur la même ligne au départ, mais ensuite, en sortant de 3e année, vont tous avoir une coloration, un profil, un parcours différent. Ce parcours, il pourrait être aussi construit à travers un séjour Erasmus. C'est-à-dire qu'en 2e année ou en 3e année, alors ces parcours Erasmus sont accessibles bien sûr en grand nombre pour des étudiants qui optent pour des filières axées sur les langues, LCE anglais, LCE espagnol, LCE allemand, LEA, mais également pour des étudiants qui vont se consacrer à l'histoire, des étudiants qui vont se consacrer à la géographie ou au droit, hein, ou la médecine, etc. Donc voilà, là encore, donc c'est un exemple pour diversifier le parcours de chacun, construire un parcours personnel et cohérent en conformité avec les attentes, les capacités de chacun de nos étudiants. Là, je vous ai dit qu'on pouvait accéder à l'université donc en première année après le bac, mais on peut aussi y accéder en 3e année. Des étudiants qui sortent d'un IUT ou qui sortent d'un BTS peuvent accéder à nos formations universitaires au niveau Bac+, enfin Bac+2 en 2e année ou en 3e année en fonction de leur dossier et en fonction des licences pour lesquelles ils optent. Et nous avons aussi tendance à l'université de plus en plus à essayer de professionnaliser nos parcours en mettant en place des stages. Bon, je vous ai parlé de LEA qui met en place un stage, ou qui rend obligatoire un stage en entreprise de 12 semaines. Mais en anglais, par exemple, vous avez aussi un stage qui peut être proposé aux étudiants en 2e année. En sciences économiques, vous avez un stage en 2e année. Voilà, donc en droit, hein, vous pouvez avoir aussi des immersions dans le monde professionnel. Donc on essaye aussi à ce niveau-là de proposer aux étudiants une immersion progressive dans le monde professionnel. Parce que nos formations restent généralistes, les étudiants vont être amenés à acquérir, à consolider une culture générale qui, au terme des 3 premières années donc généralistes, vont les amener au niveau master à se spécialiser dans tel ou tel domaine. Hein. Si je prends un étudiant en droit, par exemple, il va faire ses 3 premières années de droit et peut-être qu'ensuite il optera pour une licence pro, hein, ou un master axé sur les métiers de l'immobilier ou sur le notariat, ou peut-être poursuivra-t-il au-delà vers la carrière d'avocat. D'accord ? Donc, le champ des possibles est ouvert à tous en première année et chacun va construire son parcours. Et je terminerai sur une autre spécificité de l'université,
c'est qu'il est... D'abord, c'est la culture générale, et puis dans toutes les formations, on essaye de garder, on impose à tous plutôt l'étude d'une langue obligatoire, au moins une langue obligatoire, et un niveau en informatique. D'accord? Et ensuite, donc l'autre possibilité qui est offerte à nos étudiants, c'est de mener de front un double cursus. Donc un étudiant qui s'inscrit à Quimper peut très bien choisir, à Quimper ou à Brest ou à Strasbourg, hein, d'effectuer des études à la fois en anglais et en histoire. D'accord? Et bon, à condition de rendre les deux emplois du temps compatibles. Mais à Quimper, par exemple, nous avons aussi carrément une bilicence en droit histoire de l'art, où là, c'est l'équivalent d'une classe préparatoire, et vous avez les deux emplois du temps qui sont construits en parfaite cohérence pour que les étudiants puissent suivre tous les cours de droit et tous les cours d'histoire de l'art et sortir avec une véritable bilicence. Donc la fac, qui est parfois perçue comme un dispositif un peu dangereux pour l'étudiant, peut s'avérer quand même comme un parcours très prometteur, très novateur, un parcours souvent brillant et qui ne correspond plus du tout, comme le disait la représentante des parents d'élèves tout à l'heure, à des schémas mentaux qui datent d'il y a 25 ou 30 ans, c'est-à-dire quand vous, parents, étiez sans doute sur les bancs de l'université ou en train de suivre des études supérieures, ou quand moi j'étais, moi aussi, en tant qu'étudiant à l'université. Si je compare l'université que j'ai vécue en tant qu'étudiant et l'université dans laquelle je suis amené à exercer aujourd'hui, ce sont deux mondes totalement différents. Voilà. Merci en tout cas. Donc on voit bien une université qui a évolué, une spécialisation progressive, la professionnalisation, etc. Je crois que ce sont des choses importantes. On a aussi un point qui peut-être est nouveau pour un certain nombre d'entre nous, ce sont les passages d'une composante de l'enseignement supérieur à l'autre. On a parlé là, de passerelles ou des ponts qui existent et qui sans doute n'existaient pas, en tout cas la période que moi j'ai connue. Donc on reviendra... On en reparlera peut-être des passerelles tout à l'heure. On va reparler des passerelles et on va reparler surtout de l'autonomie quand même que ça exige, c'est-à-dire pour ce jeune-là, on aura sans doute un encadrement qui sera un petit peu différent de celui qu'on a évoqué pour les BTS. Il y a une poursuite d'études qui fait peur parfois, je crois qu'il faut le dire comme ça. On sait que c'est la porte pour accéder aux grandes écoles, et quand on regarde les chiffres qui ont été donnés très récemment, quand on regarde les jeunes de l'académie qui, en terminale, choisissent une classe préparatoire en grandes écoles, c'est 14% des effectifs de terminale, en gros, qu'on retrouve l'année d'après en classe préparatoire en grandes écoles. Un parcours sur 2 années, M. Canizares, donc du lycée Briseux, va nous en parler. Je disais un parcours qui fait peur. La réalité des choses, elle est peut-être un petit peu différente, on va y revenir. Les objectifs, la manière dont ça se déroule. Oui, je vais peut-être commencer par tordre le cou à 2 idées. Les classes préparatoires, ce n'est pas nécessairement la voie royale, et les classes préparatoires, ce n'est pas nécessairement le bagne. C'est bon à rappeler, non, mais vous avez raison. Ce sont des schémas bien présents. Pourquoi ce n'est pas la voie royale? Parce que c'est pas parce qu'on y rentre que ça y est, c'est fini. Et pourquoi c'est pas le bac? Parce qu'en fait, quand on discute avec des étudiants de classe préparatoire, ils sont finalement très épanouis, ils ont une vie à côté, contrairement à ce que répandent les légendes ou ce qui se passait peut-être dans le temps. Ils peuvent continuer à vivre. Alors qu'est-ce qu'une classe préparatoire aux grandes écoles? Bon, globalement, il faut savoir d'abord qu'il y a des classes préparatoires quasiment pour toutes les formations. Elles existent dans le domaine littéraire, dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, pour l'enseignement général, mais il existe aussi des classes préparatoires en poursuite d'études pour les bacs technologiques, que ce soit pour les bacs STMG, STI2D par exemple, STL, il y a cette poursuite d'études. L'objectif poursuivi, ce n'est pas l'obtention d'un diplôme. Pendant 2 ans, l'objectif, c'est se préparer au mieux pour les concours d'entrée dans ce qu'on appelle les grandes écoles, typiquement les grandes écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles de commerce. C'est-à-dire que pendant 2 ans, dans un schéma qui est classique, un schéma très proche de celui du lycée, puisque les élèves vont avoir des cours, des travaux dirigés, des séances d'exercice, si vous voulez, et des travaux pratiques. Ils vont se retrouver dans un schéma lycée et ils vont essayer d'obtenir un socle de connaissances et de compétences le plus solide possible pour se présenter dans de bonnes conditions au concours d'entrée dans ces écoles. Un certain nombre d'élèves, d'ailleurs,
n'intègrent pas nécessairement des écoles, mais vont poursuivre leurs études à l'université. Et là aussi, il existe des passerelles possibles. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait. Donc, juste une précision, monsieur le proviseur. Une semaine type d'un jeune en classe préparatoire dans des écoles, pour que vous repériez un petit peu ce que va être quand même le quotidien de votre jeune. Je vais faire un peu plus peut-être. C'est pour ça que je voudrais vous entendre là-dessus. J'ai presque envie de dire que ça commence le lundi matin à 8h et ça finit le lundi suivant à 7h59. Mais c'est une boutade. Non, une semaine type, c'est une semaine avec un nombre d'heures de cours qui est à peu près ce que l'on trouve au lycée, finalement, une trentaine d'heures de cours. C'est à peu près ce que trouve un élève de terminale pour qu'il ait deux options. Plus, le chemin varie d'un établissement à l'autre un petit peu, mais globalement, on va avoir chaque semaine un devoir de 4 heures, qui remplace les interrogations écrites qu'on connaît au lycée. On va avoir un gros devoir dans une discipline chaque semaine, suivant un cycle qui se répète. Pour les prépas scientifiques, on a une semaine maths, puis après on va avoir physique, on va avoir chimie, puis ce cycle va se répéter. C'est vrai pour toutes les prépas. Et un deuxième temps, qui est important aussi, ce qu'on appelle des cols. Alors l'école, ça n'a rien à voir avec les heures d'école qu'on a au collège quand on est passage. Là, ces cols, ce sont des moments d'interrogation orale dans chacune des disciplines, suivant là aussi un cycle qui se reproduit régulièrement. Donc globalement, une semaine type, c'est une trentaine d'heures de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, 2 heures de colle à peu près par semaine, et un devoir de 3 ou 4 heures, un gros devoir de 3 ou 4 heures. On reviendra sur cet aspect-là, l'investissement personnel. Il reste un peu de temps pour s'intéresser à autre chose. Il reste du temps. Alors là, les familles ont un rôle à jouer. Alors j'anticipe peut-être un peu sur la suite, mais je crois qu'en tant qu'adulte, on a une expérience et on peut en faire profiter les élèves sur 2 plans. Je crois que la famille a un rôle à jouer sur la gestion de la fatigue, puisqu'il y a un moment où il faut, quand on a un investissement quand même lourd, il faut savoir s'arrêter et se reposer et garder un équilibre de vie, c'est-à-dire si on fait du sport, on en fera peut-être à dose un peu moins intensive qu'auparavant, mais il faut continuer. Si on fait de la musique, il faut continuer. Si on a un engagement associatif, il faut continuer. Et les élèves qui sont quand même fortement encadrés arrivent, bon, peut-être pas sur les 2-3 premières semaines ou le premier mois, mais arrivent très vite à trouver leur marque et d'eux-mêmes vont spontanément savoir se ramener vers une vie quand même équilibrée et penser par moment à autre chose qu'au cours de maths par exemple ou au cours d'économie ou autre. Merci. En tout cas, on reviendra sur cette question-là, un petit peu d'adaptation au parcours, c'est important. Haute poursuite d'études possibles, 2 années aussi, mais peut-être avec un contenu différent, avec aussi la double finalité sans doute. C'est une poursuite d'études à l'IUT pour préparer un diplôme universitaire de technologie. Monsieur Hervé. Bonsoir. Je pourrais dire que le DUT, pour le présenter d'une manière un peu différente à ce qu'on fait d'habitude, c'est un petit peu entre le BTS et puis la classe prépa. C'est un Bac+2, mais c'est un diplôme qui aboutit à des poursuites d'études supérieures longues pour 85 à 90% des étudiants. Beaucoup d'entre eux vont vers le Bac+5. Mais ceux qui veulent arrêter au Bac+2, c'est un diplôme qui plaît encore beaucoup aux entreprises. Et ceux qui veulent faire un Bac+3 comme les BTS, donc on a beaucoup de licences professionnelles qui sont proposées et beaucoup d'étudiants d'IUT se dirigent vers les licences professionnelles. Et ceux qui veulent faire un Bac+5, on a énormément d'étudiants, de plus en plus, selon les filières, qui vont en école ingénieur, en école de commerce et en master. Donc j'ai l'habitude de dire un peu, c'est un peu le beurre, l'argent du beurre. Hein. Donc, après on développe de plus en plus l'alternance. Comme l'a dit mon collègue à côté, effectivement, c'est toujours surprenant dans une crise, la crise actuelle, de voir des entreprises, parfois à Quimperlé, à Lorient ou à Brest, qui ne trouvent pas d'apprentis, qui sont en licence ou en DUT. C'est-à-dire, on a des alternants et puis qui ne veulent pas, par exemple, aller dans une entreprise qui pourtant propose un emploi. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est qu'il existe des secteurs qui embauchent, qui cherchent des apprentis dans l'enseignement supérieur. Et ça ne se sait pas assez. Donc, ça, c'est un point
qu'il faudra creuser à votre niveau quand il y aura des salons, des journées portes ouvertes. Le DUT s'adresse à tout type de public. Donc c'est une filière sélective, donc il y a un certain nombre d'élèves qui ont un bac techno, donc ils vont se dire j'ai un dossier qui n'est pas terrible, qui est moyen, donc j'ai aucune chance d'être pris. Faux, c'est pas vrai. Si vous n'essayez pas, vous ne serez pas pris. Ça, la réponse, vous l'avez à l'avance. Donc celui qui veut rentrer en DUT, comment on ne classerait pas d'ailleurs, il faut qu'il mette son vœu, le diplôme qu'il souhaite avoir, on veut un. S'il se dit, c'est un discours que j'entends parfois dans les lycées, s'il se dit non, mon prof principal m'a dit que j'ai 11 de moyenne, donc je ne serai pas pris, c'est sûr qu'il ne sera pas pris s'il ne choisit pas le diplôme qu'il a envie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous les étudiants, les futurs étudiants qui ont un excellent dossier sont pris partout. Donc, ils laissent des places à ceux qui ont un dossier un peu moins bon. Donc, la filière soi-disant sélective est à relativiser. J'ai des étudiants, beaucoup d'étudiants qui ont un bac techno, j'en ai plus qui ont un bac général, et j'ai quelques bacs pro, et certains d'entre eux réussissent. Pas beaucoup, pas suffisamment peut-être, mais on en a. Donc, c'est un contrôle continu. Au BTS, effectivement, il y a un contrôle, il y a un examen final, donc c'est un contrôle continu comme l'université. Donc, on est très proche du monde de l'entreprise, beaucoup de liens avec les entreprises, des stages, première année, deuxième année. Et ce qui compte beaucoup, le dossier départ compte évidemment, mais pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est la motivation. La motivation. C'est un exemple, je le donne à chaque fois, mais évidemment, on a plus de bacs généraux, des bacs ES par exemple, des bacs S, mais j'ai vu des bacs techno revenir 4-5 ans après me voir à un salon avec un petit frère ou une petite sœur, et que j'avais eu comme prof, et puis qui me disent bonjour monsieur Hervé, vous faites quoi? Je suis une thèse à Dauphine. Je dis ah bon? Et puis après on voit parfois à la presse, non, vous avez un bac techno, vous ne pouvez pas faire, c'est pas vrai. Alors, vous pouvez faire. Voilà. Je crois Non, mais vous avez vraiment raison d'insister, parce que tout à l'heure, j'ai dit que les choses pouvaient bouger aussi, sur 2 ans, etc. On est sur des constructions quand même progressives, et on a le droit aussi d'évoluer à 18, 19, 20 ans. Donc, attention à l'idée un petit peu d'étiquetage, quoi.